Aucun hélicoptère de l'armée de terre n'a jamais été aussi puissant. Sa vitesse exceptionnelle de 300 km/h n'a pour l'instant jamais été égalée. C'est dingue, on ne s'attend pas à ce que quelque chose d'aussi massif et gros puisse être aussi agile et raser le sol de cette manière, c'est impressionnant. Cet hélicoptère de transport hors norme a été conçu pour transporter les charges les plus lourdes, mais surtout déposer les commandos en plein cœur des théâtres d'opération les plus risqués de la planète. Son nom, le Caïman. C'est une machine qui permet vraiment d'aller plus loin et de mettre une pression supplémentaire à l'ennemi. Comme l'animal dont il porte le nom, il est petit, agile, robuste et peut intervenir sur terre ou sur mer. Développé par une alliance européenne, l'hélicoptère NH90 est devenu l'un des fleurons de l'aviation légère de l'armée de terre les plus avancés technologiquement. C'est une navette spatiale pour nous. Il y a vraiment un bond générationnel entre cette machine et celle qui précédait. Hélicoptère de transport et d'assaut, opérationnel depuis 2014, il est l'un des atouts majeurs de soutien aux commandos de l'armée de terre sur tous les fronts. Cet appareil aux dimensions hors du commun est capable de s'infiltrer en territoire ennemi pour assurer les opérations des militaires. Il est d'une discrétion inégalée malgré ses 11 tonnes. C'est un appareil qui a été conçu spécialement pour l'armée, donc c'est vraiment un système d'armes complet. Le Caïman est un bijou de haute technologie que toutes les armées du monde nous envient. Grâce à des images inédites, des témoignages des pilotes les plus aguerris, vous allez découvrir les secrets des performances de cet appareil unique. Mais aussi toutes les entrailles de cette machine exceptionnelle. Sa soute totalement modulable, ou son cockpit high-tech à la pointe des dernières recherches militaires. Nous allons vous révéler tous les secrets du Caïman, hélicoptère tout-terrain. La base de Gao, au Mali, en Afrique, l'une des principales implantations de l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. Sur zone visuelle sur la zone d'objectif, demande 410. Plus d'un millier de soldats y sont stationnés pour traquer la menace permanente des groupes armés terroristes, les GAT, dans la région. Avions, gros porteurs, hélicoptères, le trafic aérien ne s'arrête jamais. L'aviation légère de l'armée de terre dispose de 20 hélicoptères qui sont prêts à décoller à tout moment. Parmi eux, 5 modèles de l'hélicoptère de transport parmi les plus performants de l'armée de terre. Le NH90, nom de code, le Caïman. Comme l'animal dont il porte le nom, cette machine de guerre impressionne même les commandos qu'il convoie lors de leurs missions les plus dangereuses. Avec ses 19 mètres de long, 16 mètres de large, 5 mètres de haut, et son poids de 11 tonnes à sa charge maximale, le Caïman est le plus gros hélicoptère de l'armée française. Son objectif, voler sur de très longues distances pour assurer des missions d'évacuation d'urgence de soldats blessés, mais aussi et surtout, ici en plein désert, le transport du groupement commando de montagne, les GCM, pour des missions d'infiltration à haut risque au cœur de territoires hostiles. C'est un appareil qui est parfaitement adapté au théâtre puisqu'il possède des qualités indéniables de manœuvrabilité et de mobilité. Il permet de porter un effort très rapide et très conséquent en tout point quasiment de la zone d'opération. Nos entraînements sont tournés justement vers un ennemi qui est très mobile, qui disparaît sans laisser de traces, donc on s'entraîne pour. Ce qu'on peut dire, c'est que le NH90 répond parfaitement en fait, à nos besoins liés à cet ennemi. Ok, la DZ a changé, elle est pour 120 km, 8 minutes avant le dépassement. Le groupement commando a besoin d'un hélicoptère qui va vite, qui va loin, qui peut emporter beaucoup de personnel à bord. Et tout ça, on l'a. Tout ça, on l'a largement avec le NH90. Le Caïman est avant tout un hélicoptère au service des hommes en terrain hostile. Son autonomie, mais aussi sa vitesse et son agilité malgré ses 11 tonnes à charge pleine, ont spécialement été développés pour soutenir des commandos en action, les déposer sur le front, leur porter assistance, ce qu'on appelle l'aérocombat.
va ajouter cette capacité de fulgurance et d'ubiquité d'ailleurs pour nos commandos, parce qu'on est capable de les déposer, de les déplacer, de les ramener, et de repartir très vite, de se reconfigurer et de repartir sur une autre mission. Ça change tout. Et ça a tout changé en Afrique. Son premier atout, pouvoir effectuer de très longues distances. Sa vitesse exceptionnelle de 300 km/h et ses 4 heures d'autonomie lui permettent d'intervenir à plus de 900 km, l'équivalent en France du trajet Lille-Marseille, sans le moindre ravitaillement. On peut aujourd'hui, en quelques dizaines de minutes, déclencher une mission et partir à plusieurs centaines de kilomètres, et donc opérer parfois 1 heure, 1 heure et demie après le déclenchement de l'action, c'est-à-dire très très peu de temps en réalité à l'échelle tactique, sans avoir à s'être d'abord posé la question à quel endroit je vais poser mon plot de ravitaillement, et d'avoir pris le temps de déployer le plot en question, qui faisait qu'on opérait plusieurs heures après le déclenchement. Pour tenir ses distances, comme aucun hélicoptère ne l'avait fait avant lui, l'engin peut embarquer plus de 2 tonnes de kérosène dans des réservoirs situés sous son plancher. À la merci des tirs d'armes depuis le sol, ces réservoirs sont auto-obturants, c'est-à-dire dotés d'une technologie qui les empêche de fuir et donc de provoquer une explosion malgré des tirs ennemis. Cette étanchéité est réalisée par 2 couches de caoutchouc, l'une vulcanisée et l'autre non traitée, qui peuvent absorber le carburant et devenir élastiques en s'humidifiant. Quand le réservoir est percé, le carburant se répand dans les couches de caoutchouc, ce qui provoque le gonflement de la couche non traitée, scellant ainsi la perforation. Autre atout du Caïman, sa soute modulable. On l'appelle ainsi le couteau suisse de l'armée. Pour assurer ses missions de transports extrêmes d'hommes et de machines, plus rapidement et plus loin, à l'arrière, le Caïman est doté d'une des soutes les plus volumineuses de tous les hélicoptères. Un groupe commando, c'est 12 personnels. Donc déjà, on arrive à rentrer dedans sans se gêner, donc c'est déjà bien. Et si en plus, on doit escorter des personnes, donc les déposer ou parfois les ramener au camp, on peut les embarquer à l'intérieur sans être gêné. Et ça, c'est une grosse plus-value. Dans sa soute arrière, le Caïman peut transporter jusqu'à 2,5 tonnes de charge, 2 fois plus qu'auparavant. La soute du Caïman peut accueillir jusqu'à 20 personnes assises ou 14 commandos qui, intégralement équipés, pèsent chacun 100 kg. En cas d'évacuation sanitaire, la soute peut être pourvue de 12 civières. Et grâce à sa trappe arrière unique, il peut aussi embarquer un véhicule léger. Des treuils permettent la descente de commandos en aérocordage. Enfin, un hook sous l'appareil permet de transporter en extérieur jusqu'à 2,5 tonnes de charge trop volumineuse pour être à bord. La soute, d'un volume de 15 mètres cubes, a été optimisée par rapport à celle de son prédécesseur, le Puma. Elle est adaptable selon les types de transport et a surtout été rendue ultra fonctionnelle, notamment pour faciliter les missions les plus difficiles des commandos. C'est large, on a de la place. Sur les Pumas et les Cougars, par exemple, il y a des lignes de vie, donc c'est des câbles qui sont tendus à l'intérieur et où on est très limité en fait dans nos déplacements et dans le nombre de personnes. Alors que là, on est sur des petits maillons, on est 2 par maillon, qu'on peut disposer un peu partout dans la soute, ce qui nous permet d'être vraiment à l'aise à l'intérieur. En configuration de transport de commando, on ne les met pas sur des sièges. Nous, on les clampe directement sur des anneaux comme ça. Donc ils peuvent être 2 par anneau. Ils ont leur petite longe, ils viennent se clipser dessus et ils sont assis à même le sol. Et comme ça, on dépose et en l'espace de 30 secondes, ils sont tous dehors. Lors de transferts beaucoup plus longs, les passagers, militaires ou personnel médical, peuvent être assis sur des sièges amovibles de chaque côté de la soute. Mais là encore, pour assurer un maximum de sécurité, on a pensé à toutes les conséquences des pannes les plus dramatiques. Les sièges sont anti-crash. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on pose dur, pour amortir le choc et préserver le dos de tout le monde, et ben les sièges vont coulisser. Donc il suffit juste de ne pas mettre quelque chose en dessous pour que ça marche, et en fait ça va amortir. Donc de l'ordre d'un choc de 10 mètres secondes, jusqu'à 10 mètres secondes, on est capable d'amortir le choc, quoi. Il y a des missions qu'on ne pouvait pas faire en Puma, qu'on peut faire aujourd'hui en Caïman. Je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, au mois d'avril, le camp français de Tombouctou était attaqué lors d'une attaque complexe. Et donc à partir de Gao, on a été mis en alerte et on a été en mesure d'emmener 27 commandos dans 3 Caïmans. Des choses pour lesquelles le Puma n'aurait à peine pu transporter qu'une personne. C'est ici, à Valence, au GAMSTAT, le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre, que chaque nouveau type d'hélicoptère est vérifié avant d'être déclaré opérationnel.
Primordial pour la sécurité des soldats, on teste notamment la fiabilité de cette capacité de transport exceptionnelle du Caïman. La moindre défaillance est pistée. Ok, c'est bon. Aucune erreur n'est permise. C'est le commandant Fabienne, mécanicien d'essai, qui est notamment chargé de vérifier toutes les capacités techniques de la soute. On appelle ça les safety inspection, donc c'est voir si tout va bien. Mais effectivement, il y en a plus que sur les anciennes générations. Rien n'est laissé au hasard. Plus de 125 points de vérification sont scrutés. Tous les réseaux de communication entre les hommes d'équipage. Le fonctionnement du treuil, mais aussi la fiabilité des potences amovibles pour la descente des commandos. Même les rotors et les moteurs n'échappent pas aux regards experts des mécaniciens qui notent la moindre de leurs observations. Le lieutenant-colonel Eric et le capitaine Eric testent les performances de chaque machine qui passe entre leurs mains. Également ingénieurs, ces pilotes d'essai-réception poussent au maximum chaque hélicoptère et aucun appareil ne doit révéler la moindre défaillance dans les conditions de vol les plus extrêmes. Sorti de l'atelier, dernier check avant le décollage. Le Caïman doit être éprouvé dans toutes les circonstances. Si le commandant Fabienne, mécanicien d'essai, connecte cette grosse prise, c'est pour permettre la vérification de l'ensemble des systèmes avant chaque vol de contrôle. Une fois cette vérification faite, elle monte à bord pour continuer sa mission d'inspection de l'appareil. La mission du mécanicien navigant d'essai, c'est de réaliser aussi donc, des vols d'expérimentation pour tester tous les systèmes qui, après, vont être fournis aux forces armées. L'un des points de force de la soute du Caïman. Une double rampe à l'arrière de l'appareil qui crée une ouverture d'1,80 m de hauteur sur une largeur d'1,60 m en s'appuyant sur le sol. Cette rampe unique permet embarquements et débarquements de commandos en urgence quand les portes latérales ne suffisent pas, et même fait rentrer des charges quand les opérations le nécessitent. Mais dans des cas extrêmes, son ouverture devient un gage de sécurité pour les pilotes. Ça nous arrive, lors de posées, pour sécuriser la zone. Si les pilotes ne le sentent pas, effectivement, on ouvre la rampe, on ouvre le haillon, et le quatrième homme regarde effectivement par la rampe ou par le haillon s'il n'y a pas d'arbre, par exemple, dans la trajectoire. Donc ça, c'est un point positif dont on se sert. Ce jour-là, l'un des points cruciaux à vérifier, le treuil. Autorisation de mer intacte. Oui, autorisé. D'accord, c'est verrouillé à l'avant. Allez, je rentre le câble à l'intérieur. Outil indispensable pour cet hélicoptère, spécialisé dans la pose et l'extraction de militaires en zone difficile, il peut soulever jusqu'à 270 kg. Lors de ces opérations, le rôle du quatrième homme, responsable de la soute, est vital. Et le NH90 met à sa disposition un outil exceptionnel, un joystick appelé Wind Bench Trim, qui lui permet de diriger lui-même les opérations de treuillage en prenant la main sur les pilotes. Là, c'est vrai que le treuilliste, il a vraiment le visuel de ce qu'il désire comme position parfaite. Et donc, avec ce winchman trim, ça permet de mettre l'aéronef verticale de l'endroit où l'on veut treuiller la charge ou les personnes qui sont à extraire. Effectivement, tout a été bien pensé pour qu'il soit au top du besoin des opérationnels. Transporter plus de charges, mais aussi plus vite et plus loin. À tout point de vue, le Caïman dépasse tous ses concurrents. C'est dans la ville de Marignane, à quelques kilomètres de Marseille, dans le sud de la France, qu'est finalisé le Caïman. Après avoir été assemblé, c'est dans les ateliers de l'usine Airbus que plusieurs centaines de personnes travaillent à la fabrication de l'appareil. Pour le rendre opérationnel en action, tout a été pensé avec minutie dès sa conception, avec pour objectif unique la course au poids. La masse sur tout ce qui vole, et en particulier un hélicoptère, c'est fondamental. Chaque kilo en plus,
c'est de la charge utile en moins, donc des personnels en moins, de l'armement en moins, des systèmes en moins, et c'est de la distance franchissable en moins. Donc c'est primordial, dès lors qu'on augmente la masse, on réduit les performances opérationnelles de notre machine. Les premiers développements, qui ont commencé en 1990, ont tout spécifiquement cherché à gagner le moindre gramme possible pour alléger au maximum ce monstre de métal. Donc on va essayer de gratter quelques grammes ici, quelques kilos ici. Ce défi incroyable s'est d'abord posé pour les pièces maîtresses du NH90, les moteurs. Faire plus léger, sans perdre de puissance. Il ne fallait pas pénaliser le Caïman avec des moteurs très lourds. Le Caïman est équipé de 2 moteurs RTM 322, conçus par les ingénieurs de chez Safran, qui délivrent chacun une puissance de 2500 chevaux. Ces moteurs sont situés en position centrale et sont protégés par 2 entrées d'air filtrées qui permettent de voler dans des conditions de poussière ou de givre sans altération. Ces 2 moteurs sont séparés par un blindage thermique. Si l'un explose parce qu'il est atteint par un missile, le second peut continuer à fonctionner et permet ainsi de sauver l'équipage. Bijoux de technologie, aujourd'hui parmi les plus performants, ils ont dû répondre aux exigences ultimes de l'armée. Faire mieux en prenant moins de place. Malgré la complexité d'un tel organe vital, il a fallu innover pour minimiser le poids de l'appareil. Quand on a commencé au début à travailler sur ce moteur RTM 322, on est allé voir le prototype de l'hélicoptère et puis ils nous ont dit le moteur doit rentrer là. Et ils nous ont montré un espace grand comme 2 grosses valises avec un capot qui se referme dessus. Et il fallait que toutes les pièces rentrent là. Tout le moteur rentre là. Et il n'y avait que 2 points durs en plus pour attacher le moteur. Il n'y a que 2 attaches moteur. Donc il fallait aussi que le moteur soit parfaitement équilibré. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop lourd à l'arrière ou trop lourd à l'avant, puisqu'il fallait qu'il est juste tenu par 2 points dessous. Défi relevé. Les 2 moteurs ont été conçus pour tenir dans un coffre de la taille d'une grosse valise. 1 mètre de long, 70 cm de haut, 75 cm de large. Et tenus à la structure par seulement 2 points d'attache. Pour entrer dans cet espace impossible, les concepteurs ont dû redoubler d'ingéniosité et simplifier le moteur à l'extrême, notamment en le décomposant en 5 modules distincts qui s'assemblent comme un jeu d'enfant. C'est un moteur, même s'il y a 2300 quelque chose pièces dans le moteur, c'est un moteur où il n'y a que 5 grandes parties. Il est composé du compresseur où rentre l'air, de la chambre de combustion où s'enflamme le gaz, de la turbine de puissance et l'arbre de puissance pour transmettre la rotation au rotor, et des pièces accessoires, filtres à huile et carburant, très facilement accessibles pour la maintenance. Et ces modules, ils sont interchangeables en atelier assez rapidement et on peut repartir comme ça en mission très vite. En une journée complète, on peut désassembler complètement les 5 modules, le réassembler et repartir en vol. Ça, c'est la simplicité, l'architecture très simple du moteur. Plus léger, ce moteur est également plus performant. Bijou de technologie bourré d'électronique, il gère lui-même tout son fonctionnement en adaptant automatiquement son besoin en kérosène. Grâce à cette régulation électronique de précision, le Caïman consomme donc beaucoup moins de carburant. Avec 270 litres par heure, ces moteurs surpuissants consomment 25% de moins que leurs prédécesseurs. Une performance qui a permis de pousser l'autonomie opérationnelle du NH90 encore plus loin. Comme ces moteurs, le Caïman est un monstre d'électronique bardé de capteurs, de calculateurs et d'ordinateurs, comme jamais aucun appareil ne l'a été avant lui. Avec tous les systèmes embarqués qui la composent, il est nécessaire d'alimenter tous ces systèmes. Donc pour ce faire, on installe l'équivalent de 35 km de harnais dans la machine, qui représente grosso modo une masse de 35 kg, et avec 48 000 connecteurs. Et on veut comparer ça à ce qu'on pourrait avoir dans un véhicule haut de gamme. On est à un rapport 10, donc on a 10 fois plus de longueur de harnais que dans un modèle de voiture haut de gamme. La chaîne d'assemblage est composée de 8 stations, chacune spécialisée. Tuyauterie hydraulique, installation des mécaniques,
des équipements électroniques complexes. L'hélicoptère reste 3 semaines par station. C'est donc au bout de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois, qu'il est soumis aux essais en vol. 14 Caïmans sortent chaque année de l'usine d'Airbus. Cette technologie omniprésente dans toute la constitution du Caïman a également révolutionné la vie des mécaniciens. C'est au CFIA, le centre de formation interarmée du LUC, que les instructeurs enseignent aux futurs mécaniciens à maîtriser la nouvelle technologie de cet appareil. Et à toi de bien localiser l'accéléromètre. Mais les élèves apprennent à réparer un Caïman, non plus avec des outils classiques, mais sur des ordinateurs. Toutes les pannes possibles peuvent être simulées grâce à des logiciels ultra puissants. On est plus aussi en interaction avec l'électronique, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on n'est plus un maintenancier au sens propre avec sa caisse à outils et ses clous. On est un maintenancier qui doit savoir et faire de l'électronique et être polyvalent. Surtout, les capteurs et calculateurs qui gèrent désormais cet hélicoptère 2.0 signalent eux-mêmes les pannes possibles et prévoient la moindre défaillance avant qu'elle n'endommage le système. Avec le Caïman, on ne répare plus, on anticipe les défaillances. L'avantage de tous ces éléments-là permet d'avoir une surveillance en temps réel de panne, de vibrations. Donc on peut même aller jusqu'à surveiller des relevés, ce qu'on appelle des relevés IPS, donc le seuil vibratoire de certains éléments mécaniques de l'aéronef, ce qui permet du coup de même savoir si quelque chose est en train de se dégrader. Des risques de panne réduits de 80%, d'autant que des matériaux en aluminium, soumis à des usures rapides et des casses fréquentes, ont été remplacés par des matériaux composites. Les cellules ont évolué. Avant, la structure, ce qu'on appelle la cellule, donc la structure de l'aéronef, la coque, avant c'était composé d'alu, essentiellement. L'aluminium, si vous prenez une canette de coca, vous la pillez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle casse, elle se déchire. Vous aviez la même chose en termes de vieillissement sur un aéronef. Avec le temps, les rivets prenaient du jeu, les structures se déformaient. Quand on les équipait avec des canons, on avait du vrillage cellule, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec des cellules qui sont principalement composées de fibres, de carbone, de Kevlar ou de titane. C'est beaucoup plus robuste. Donc la machine vieillit mieux. Et on a le point fort d'avoir un moteur super fiable et une structure qui ne vieillit plus. Le point important aussi, c'est la suppression au maximum des roulements. Donc les articulations des pales avant étaient sur roulement, de gros roulements, forcément pour soutenir de grosses pales. C'était lourd. Effectivement, on a remplacé ça par des élastomères. L'élastomère, c'est du caoutchouc. Donc on comparait un caoutchouc d'une certaine taille à un roulement d'une certaine taille, il n'y a pas photo. Donc on a gagné beaucoup sur cela. Stop, stop. Un peu de tension sur les cordes, voilà. Encore un peu. Sur le NH90, les pales d'une longueur de 19,56 m chacune sont fabriquées en matériaux composites, plus légers et plus résistants, qui permet de nouvelles formes et plus de rigidité. Elles offrent une bien meilleure portance dans l'air, au point d'avoir pu envisager d'équiper le Caïman de 4 pales seulement, au lieu de 5 habituellement. Aujourd'hui, l'opération sur les pales prend moins de 5 minutes à déposer par seulement 4 mécaniciens. La plus-value, c'est une économie en termes de temps de maintenance. Donc, contrairement aux anciennes générations de machines qui étaient quand même certes robustes, on avait énormément de temps d'entretien après chaque vol. C'était très coûteux en termes de maintenancier, en termes de personnel et en immobilisation dans les ateliers. Au jour d'aujourd'hui, les matériaux nouveaux, le titane, les élastomères apportés à la place des roulements, ont permis un gain de temps sur ces entretiens. Du coup, au final, la machine vieillit mieux et s'entretient moins régulièrement pour des tâches routinières. Et c'est sur le terrain, en plein désert, que cette technologie de pointe est optimisée. Après chaque mission, finit l'inspection de l'appareil pendant plusieurs heures pour détecter les pièces endommagées lors des vols. Les premières opérations de maintenance se font directement à l'atterrissage, à l'aide d'un simple ordinateur. Tout l'hélicoptère a été automatiquement scanné pendant la mission et tout est enregistré sur une petite cassette de la taille d'un paquet de chewing-gum. En un clic, elle délivre toutes les instructions aux mécaniciens pour intervenir.
c'est-à-dire toutes les analyses faites par la machine en temps réel lors de l'utilisation. Et on extrait à l'aide du logiciel GIMPS pour cet hélicoptère-là présent, pour analyser toutes les vibrations, les températures excessives ou vibrations relevées hors normes. Et surtout l'analyse sur la bonne santé de l'aéronef et comme quoi il est viable et on pourra s'en resservir pour la mission prochaine. Alors, c'est des appareils qui, effectivement, du fait qu'ils sont de nouvelle génération, ont un aspect électronique qui est beaucoup plus développé que les anciennes générations. En ça, c'est un grand changement pour la maintenance. On effectue très peu d'entretien sur le moteur, malgré l'ambiance sablonneuse ici. C'est des moteurs qui tiennent le coup et qui fournissent toujours la puissance nécessaire pour effectuer la mission. Le sable, c'est l'autre ennemi du Caïman, en plein désert. Il faut d'autant plus de puissance au NH90 pour s'extraire du nuage de poussière qu'il génère et prendre son envol en toute sécurité. Un hélicoptère profite de deux choses. Soit il est dans son coussin d'air près du sol, mais cette chose-là n'est pas possible au Mali, étant donné que quand on est près du sol, on génère tellement de poussière qu'on ne voit plus rien. Donc le but, c'est de quitter le sol pour se libérer de la poussière. Et donc on a besoin de puissance pour pouvoir se dégager des obstacles et ensuite partir sur notre mission. Les missions du Caïman s'effectuent en vol tactique. Le principe de cette stratégie militaire, assurer une discrétion maximum en volant à très basse altitude entre les obstacles. Mais aussi éviter d'être pris sous le feu de l'ennemi, en volant le plus vite possible. Le Caïman peut atteindre des vitesses de 300 km/h à moins de 20 mètres du sol. Le but, justement, c'est d'essayer de jamais laisser de répit à l'ennemi et d'essayer de le surprendre toujours. Sûrement, l'ennemi craint, le NH90, craint le fait que d'un coup du ciel, il n'a pas entendu parce qu'on est arrivé en vol tactique et qu'au dernier moment, il se fasse surprendre. Et ben ça, c'est une grosse plus-value, c'est-à-dire que l'ennemi a peur. C'est dingue, on s'attend pas à ce que quelque chose d'aussi massif et gros puisse être aussi agile et raser le sol de cette manière, c'est impressionnant. Atout majeur dans ces opérations, le Caïman développe une puissance de 2500 chevaux par moteur. C'est 25% de plus que le Puma qu'il a remplacé. Ce qui, pour des moteurs de 250 kg seulement, affiche un rapport poids-puissance inédit, 10 fois plus qu'un moteur de voiture de sport. Cette propulsion exceptionnelle, c'est surtout pour le pilote une garantie de sécurité supplémentaire. En cas de besoin lors des opérations risquées, quand le pilote a la vie de dizaines de commandos entre ses mains, elle permet au Caïman une réaction immédiate. La vitesse, c'est la survie. Voilà. Donc en gros, le principe, c'est d'essayer d'être toujours mobile. Plus on est mobile, moins on offre une cible facilement ajustable à l'ennemi qui se situe au sol. Donc le principe, c'est d'essayer de s'affranchir de cette menace en étant rapide. Une fois de plus, la technologie extrême du Caïman va sécuriser tout le pilotage. Car ce n'est plus l'équipage qui assure manuellement la stabilité de l'appareil. Aujourd'hui, ce sont des calculateurs qui ont pris le relais, grâce à une innovation unique, les commandes de vol électriques. Sur un hélicoptère classique, le pilote va piloter à partir des manches et la liaison entre le pilote et les rotors, principal et arrière, se fait par une timonerie mécanique. Dans les commandes de vol électriques, on passe à un step beaucoup plus important. On enlève tout ce qui est liaison mécanique entre les manches du pilote et les rotors et on les remplace par une batterie calculateur. Le Caïman est le seul à en être équipé. Les actions des pilotes sur les joysticks de pilotage sont envoyées à des ordinateurs qui les analysent en fonction des conditions de vol de l'hélicoptère. Ces ordres, corrigés, sont transmis immédiatement au rotor, puis aux pales, qui adaptent ainsi leur inclinaison. Grâce aux commandes de vol électriques, cette transmission ultra-technologique des ordres des pilotes est faite en temps réel. L'ensemble est plus stable. Donc il y a moins ce côté flottant. C'est le pendant de l'avion de chasse du Rafale, par exemple, mais version hélicoptère de manœuvre. Et il s'agit de la même logique de pilotage, avec finalement
une finesse accrue, puisque justement c'est l'ordinateur qui va appliquer les corrections nécessaires pour augmenter la stabilité de l'appareil. Et c'est lors des phases d'approche pour des arrêts en vol stationnaire que le pilotage assisté du Caïman permet d'assurer une sécurité des troupes au maximum lors de manœuvres. L'une des plus périlleuses, la descente des commandos par aérocordage sur le terrain. L'opération doit être effectuée le plus rapidement possible, car lors de cet exercice, les commandos et le Caïman deviennent une cible facile pour l'ennemi. C'est une phase qui est assez critique parce que nous, on est vulnérable parce qu'on reste en stationnaire sans bouger le temps que tout le monde soit descendu. Et puis, on a surtout la vie des mecs qui sont sur la corde entre les mains parce que bon, s'ils sont déposés dans la crevasse, il en va d'une jambe, d'une vie, ça peut aller très vite. Ce qui change, c'est la stabilité. Il arrive à maintenir un stationnaire vraiment bien. Alors que sur d'anciennes machines, bon, c'est un peu... Pour appuyer mon propos, il faudrait que vous fassiez un rappel et voir comment ça fait d'être toujours un peu bourlingué. Non, je vous assure qu'avoir plus de stabilité, c'est un gros plus quand même. C'est une grosse plus-value. Les descentes en rappel peuvent atteindre 70 mètres de hauteur. La stabilité de l'hélicoptère est une performance technologique vitale pour les soldats eux-mêmes. Et donc en fait, voilà, c'est la combinaison du pilotage humain et de la machine qui fait qu'on arrive à faire des choses avec un quasi 100% de réussite sans avoir besoin de reconnaître la zone avant de venir poser. Plus sécurisées, les opérations de dépose d'hommes ou de matériel du Caïman, immobilisés à quelques mètres du sol, restent un danger important pour l'hélicoptère. Pour pouvoir faire face à tous les risques en permanence, les ingénieurs de chez Airbus ont donc conçu l'appareil pour le rendre le moins vulnérable possible. Il ne faut pas qu'il soit vu, il ne faut pas qu'il soit entendu. S'il a été vu et entendu, il ne faut pas qu'il puisse devenir une cible. S'il a été une cible, il ne faut pas que le coup qui parte puisse l'atteindre. Si malgré tout il a été atteint, il faut qu'on continue à voler. Et s'il ne peut pas continuer à voler, il faut qu'il se pose. Et s'il ne peut pas se poser, il faut qu'il s'écrase et qu'il sauve l'équipage. Les missions à haut risque menées par le Caïman exigent ainsi un niveau de discrétion absolu. En mission, un hélicoptère peut être détecté par les ondes électromagnétiques des radars ennemis, placés au sol ou à bord d'un autre appareil. Le principe de fonctionnement du radar, c'est qu'il émet des ondes et derrière, il va recevoir la réflexion de ces ondes qui se sont produites sur la machine. Il va les recevoir et c'est comme ça qu'il détecte, parfois même qu'il identifie ce qu'il a vu. Contre cette menace radar permanente, c'est d'abord la forme du Caïman qui va le protéger. Moins profilé qu'un aéronef habituel, la configuration de sa cellule a été conçue avec des traits anguleux comme un diamant. La géométrie permet de réfléchir les ondes dans des directions que le radar ne pourra pas capter de nouveau. C'est comme ça que fonctionne le principe de la forme diamant. Mais cette ergonomie protectrice de la cellule pour disperser les ondes radar a représenté un enjeu supplémentaire pour les ingénieurs qui ont conçu l'appareil. Efficace pour réduire l'empreinte radar du Caïman, sa forme est en revanche contraire aux lois physiques de l'aéronautique. La forme diamant, c'est quelque chose de très mauvais aérodynamiquement parlant. La meilleure aérodynamique, c'est le projectile, pas du tout les formes avec des angles importants. Donc la forme diamant a été possible grâce au système de pilotage très perfectionnés qui permettent à la fois de garantir des performances militaires opérationnelles importantes et de continuer à garantir la fonction principale de l'hélicoptère qui est quand même de voler le plus loin possible, le plus vite possible, d'être le plus manœuvrable possible. En plus de son ergonomie, les nouveaux matériaux de son fuselage et la peinture qui lui est appliquée ont créé des capacités d'absorption des signaux radars qui lui permettent de limiter la quantité des ondes qu'il renvoie, et donc d'être moins détectable. Pour autant, la furtivité du Caïman aux ondes radars ne suffit pas à assurer sa protection. L'une des sources de repérage possibles pour des appareils ennemis, la chaleur. Les hommes, aussi bien que les machines, émettent des ondes infrarouges facilement détectables, ce qu'on appelle la signature thermique.
Perceptible par des caméras infrarouges, elle peut également servir de guide à un missile qui, une fois tiré, oriente automatiquement sa trajectoire sur la source de chaleur. Le Caïman peut immédiatement devenir la cible d'un ennemi qui cherche à l'abattre. Nouveau challenge technologique pour les ingénieurs de cette machine, faire baisser cette détectabilité infrarouge des très hautes températures des gaz s'échappant des moteurs. Le plus simple, ce serait d'avoir 2 trous à l'arrière et que les gaz puissent s'échapper librement. Ça, ce serait le plus simple. Mais vous auriez 2 grosses taches de température à l'arrière du moteur qui seraient des attire-missiles, en fin de compte, naturels. Donc, la solution qui a été trouvée avec le Caïman, c'est d'avoir un échappement qui est plutôt dirigé vers le haut. Et vers le haut, avec le rotor principal qui brasse de l'air au-dessus, on va diluer la chaleur issue des tuyères du moteur pour que les gaz d'échappement soient suffisamment refroidis, dilués, pour que la fameuse signature thermique du moteur soit la plus faible possible. La première étape de la discrétion, c'est effectivement de ne pas être vu ou d'être vu le plus tard possible. Mais aucun appareil ne peut disparaître totalement des écrans radars. Autre option de protection, pour pouvoir contrer la menace, avoir un coup d'avance sur l'ennemi en sachant qu'on est repéré. Cette information vitale pour tout l'équipage s'affiche automatiquement sur les écrans du poste de pilotage. L'appareil a donc été équipé d'un système d'autodétection ultra performant pour répondre à toute menace. 4 détecteurs d'alerte radar dans le nez de l'appareil et à l'arrière, capables de localiser et identifier toutes les menaces à guidage radar à plusieurs kilomètres autour du NH90. 2 détecteurs de lancement de missiles avant droit et avant gauche dans le nez de l'appareil et 2 détecteurs d'alerte laser sur chacun des flancs hauts du Caïman. Tous ces radars d'autoprotection forment une zone d'alerte qui permet la détection de menaces à 360 degrés autour de l'appareil. À la moindre menace dans ce volume, l'équipage est immédiatement averti que le Caïman vient d'être détecté par un radar. Il est alors potentiellement la cible d'un missile. L'appareil de haute technologie a également prévu d'autres moyens pour se protéger contre toute attaque. S'il est repéré, le Caïman dispose d'un arsenal puissant pour dérouter les missiles tirés pour l'atteindre. Les ingénieurs l'ont équipé de leurres performants, sous forme de paillettes électromagnétiques, qui sont lancées autour de l'appareil en cas de danger. Le principe du leurre, c'est de prendre la place de l'appareil, donc d'imiter la signature thermique de l'appareil pour pouvoir amener la menace à se tromper. En cas de détection radar, les ordinateurs du Caïman lancent automatiquement un nuage de paillettes métalliques tout autour de l'appareil. En cas de détection infrarouge, le Caïman envoie alors de petites fusées dégageant de la chaleur pour dérouter la menace. Ça nous donne peut-être 2 secondes supplémentaires pour basculer derrière un relief et du coup ne plus offrir de cible au système qui nous aurait capturés. Appareil souvent en vol tactique, c'est-à-dire à quelques mètres du sol, le Caïman est également à la merci des tirs balistiques depuis la terre ferme. Pour parer à ce nouveau risque, les concepteurs ont doté l'appareil d'un plancher blindé sous la totalité de sa cabine. Le blindage habituel de métal et d'acier a été remplacé par des matériaux composites double dureté, réalisés à base de céramique, beaucoup plus légers et plus résistants. Dans le cockpit, protection supplémentaire pour l'équipage. Les sièges du pilote et du copilote sont également blindés. Un blindage aujourd'hui totalement intégré au siège. Le pilote et le copilote disposent également de tablettes blindées rabattables. Elles les protègent de possibles attaques latérales sur le cockpit. Ce qui est aussi rassurant, c'est qu'il y a déjà eu des cas d'attaque aux armes légères de l'infanterie, donc des fusils d'assaut, contre des équipages de NH90. Et même en ayant reçu plusieurs projectiles, il y en a quand même
pu continuer à voler. Personne n'a été blessé à l'intérieur, donc c'est quand même, on se sent plus en sécurité quand même, plus en confiance avec un NH-90. Le Caïman est également équipé d'armes pour pouvoir se défendre et riposter en cas d'attaque. Dans sa soute, il ne décolle jamais sans une Mag 58 de calibre 7,62 mm. C'est le gunner, membre opérationnel de soute, placé à l'arrière, qui est habilité à protéger l'équipage lors d'opérations délicates. Très rapidement, on va être équipé de M3M, qui sont déjà notamment en place dans l'armée allemande. Donc on va gagner en capacité de feu pour pouvoir saturer une zone et éventuellement permettre le désengagement de l'ennemi avant de les embarquer dans notre hélico et de quitter le terrain de l'affrontement. Mais cette sécurité ultime ne serait rien sans son système d'observation ultra développé. Pour rester optimum dans les conditions les plus extrêmes, le Caïman a révolutionné la vision des pilotes. L'élément clé du dispositif, le casque Topol. Ce bijou de technologie unique, qui existe sur d'autres hélicoptères, n'a jamais été aussi évolué que pour le Caïman. Bien plus qu'une simple protection, ce casque de vol, conçu et développé par le groupe Thales, est une interface unique au monde entre l'homme et la machine. Il a été éprouvé sur les terrains de guerre d'Afghanistan en 2009 et de Libye en 2013. Cette projection sur visière est accompagnée des principales informations de vol. Toutes les données sont à disposition du pilote en permanence. Voici un premier élément du casque Topol. Donc là, vous avez le casque Topol, c'est le casque de base. On appelle ça le basic helmet. À l'intérieur de ce casque, vous avez la perso du pilote. La perso, elle est scannée à la tête du pilote pour son confort et surtout pour que ses yeux collimatent devant la boîte à œil de la visionique de pilotage. Ce casque n'est pas réalisé en série, mais il est moulé sur la tête de chaque pilote du Caïman. Donc ici, vous avez l'élément essentiel qui est le display module qui va s'attacher directement sur le casque. Donc c'est là où on a toute la symbologie, la visionique de casque. La symbologie, c'est tous les paramètres de vol, plus l'image thermique ou l'image cil. Donc c'est l'amplification, c'est les jumelles de vision nocturne. Allez, on va connecter tout ça. Le casque est également conçu pour être utilisé de nuit, car 80% des opérations militaires d'assaut se déroulent en phase nocturne. Sur la visière, les images recréées grâce à l'amplification des sources de lumière sur le terrain sont projetées grâce aux jumelles de vision nocturne, appelées aussi JVN dans le jargon militaire. Donc c'est juste un petit module optique qui va se rajouter sur le casque. Il suffit juste d'enlever le module et de le mettre ici. Et vous avez la vue directe devant. Il ne faut pas que la guerre s'arrête la nuit. Un vol sous JVN présente le gros avantage tactique que ceux qui ne sont pas équipés ne peuvent pas voler, et vous êtes encore là. Donc ça permet d'assurer une supériorité et un effet inattendu chez un adversaire qui n'a pas le même niveau de technologie. Dans le cockpit, le pilote branche son casque au système électronique de l'hélicoptère. Il est désormais totalement connecté à la machine. Mais dans le Caïman, le casque Topol n'est pas seulement un nouvel écran high-tech pour les pilotes. Il est directement lié à la caméra extérieure de l'hélicoptère, nommée la FLIR, un système électro-optique qui est totalement asservi au mouvement de tête du pilote. Ces images sont d'autant plus utiles pour le pilote qu'elles lui rapportent une vision extérieure au cockpit. Son champ de vision est donc beaucoup plus large qu'avant. Mais demain, c'est une autre innovation technologique qui va changer la vie de tout l'équipage. Aujourd'hui, les ingénieurs de la Direction générale de l'armement, la DGA, travaillent sur un système de vision encore plus performant. Alors qu'un seul pilote peut contrôler la caméra extérieure avec son casque, demain, tous les membres de l'équipage pourront obtenir l'image qu'ils veulent dans leur visière. Ici, on est en face de ce qu'on considère comme étant le FLIR de pilotage du futur. On va créer un mur d'images infrarouge à partir de 8 caméras individuelles. Toutes les images sont donc véhiculées vers un calculateur.
Le calculateur va réassembler toutes ces images et dans ce mur d'images, l'ensemble de l'équipage va pouvoir aller piocher l'image qui lui convient pour sa projection sur visière de manière indépendante. Ça, c'est une grosse avancée par rapport à ce qu'on avait avec une boule FLIR où un seul des membres d'équipage à la fois pouvait utiliser le FLIR. Un algorithme synthétise ces 8 flux d'images stéréoscopiques afin qu'elles puissent être délivrées dans les visières des membres d'équipage. On a ici un rectangle qui se promène dans l'image. Ça, c'est la position de tête du pilote qui regarde de gauche et de droite dans le paysage. Innovation supplémentaire, cette image est recréée en 3 dimensions. Elle permet ainsi de faire ressortir les reliefs de manière plus visible pour les pilotes, afin d'augmenter leur sécurité. Le pilote va avoir une perception de 3 dimensions et pouvoir estimer à quelle distance se trouve cette colline, se trouve cette rupture. Parce qu'on est en train de faire un bond décisif. Console 20, le caïman 70, visuel sur votre position, récupération 20 secondes. Ok, marche derrière, s'ouvre les portes. On se retrouve en globalisant l'ensemble de ces informations avec une connaissance de l'environnement qui nous permet finalement de nous soustraire à la menace. Et pour se soustraire à la menace, les ingénieurs ne cessent de pousser la technologie du caïman toujours plus loin, afin qu'il soit le système d'armes incontournable des militaires engagés en opération. Grâce à sa puissance, sa vitesse et son agilité, il est le binôme indissociable du Tigre, l'hélicoptère de combat de l'armée de terre. Aujourd'hui, le NH90 n'a pas d'équivalent. Pour l'instant, c'est le meilleur. Ça fait moins de 10 ans qu'on utilise le caïman en mission, donc on a encore beaucoup à apprendre et je pense qu'on a une marge de progression qui est très très intéressante, aussi bien au sein de nos forces que des forces alliées et internationales. Avec la France, qui possède 60 exemplaires et qui en prévoit 110 en 2025, le NH90 équipe les armées de l'Allemagne, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Au total, 14 pays dans le monde. Alors, le caïman est un gros succès commercial. À vrai dire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de programmes d'armement qui aient été si rapidement vendus à autant de pays. Récemment, le Qatar et l'Espagne ont commandé de nouveaux caïmans. Depuis sa création, plus de 560 NH90 ont été commandés par des clients dans le monde entier. Le NH90 Caïman, développant sans cesse de nouvelles performances technologiques, a encore de belles heures de mission devant lui, sur toutes les zones d'urgence de la planète.